naturellement de réadaptation professionnelle vers ces personnes. Hein. Et donc là, vous les avez, il ne faut pas entrer trop dans les détails, il y en a d'autres. Hein. Mais pour voir le déséquilibre, voir ici la pression hein, qui est mise sur les assurés qui perçoivent des rentes hein, d'invalidité, vous voyez qu'est-ce qu'on a prévu dans les dispositions finales. Dans les dispositions finales, on dit hein, les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathologie ni étiologie claire et sans constat de déficit organique, si on parle vraiment hein, des fibromyalgies, etc., c'est là la cible, seront réexaminées dans un délai de 3 ans. Donc il y a une période de 3 ans pour réexaminer. Et vous voyez ici la sanction. Hein. À la ligne première ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans. Hein, au moment de l'entrée en vigueur de la prestation de bonification, ou qui touchent une rente d'assurance invalidité depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Donc on va retrouver la situation des personnes hein, assurées, hein, on remonte dans le temps hein, pour 15 ans. Hein. C'est énorme. Hein. Donc, imaginez-vous, il y a une personne hein, qui, pendant 10, 12, 13, 14 ans, a perçu une rente d'invalidité, et on pourrait, au fond, remettre en discussion, hein, et donc il a aménagé sa vie d'une certaine manière, etc. Et ici, on pourrait aller toucher encore son droit à la rente, ou le remettre en discussion, demander à la personne de se réactiver professionnellement et d'être réintégrée professionnellement. Donc, vous voyez qu'ici, on fait vraiment une pression large sur des groupes de personnes qui, au fond, est en dehors du monde du travail depuis une longue période. Il y a donc des révisions qui sont en cours, on ne va pas entrer dans les détails, il y a eu plusieurs arrêts du tribunal fédéral pour mettre en place ces normes, on ne va pas entrer dans ces détails, si quelqu'un je peux y revenir. Mais ici, vous voyez la pression qui est faite sur les assurés, donc personnes qui perçoivent déjà des rentes. En contrepartie, on avait dit au Parlement, on accepte de remettre en discussion hein, ces dispositions, ces rentes qui ont été versées avec trop de facilité, il faut le dire dans certains cas, pendant les années 90, hein, mais aussi grâce à faute de la responsabilité des offices AI et des tribunaux qui ont toujours avalisé cette jurisprudence. Hein, pendant des années, le tribunal fédéral il a dit, mais oui, hein, la fibromyalgie était une cause invalidante, donc les juges fédéraux ne se sont pas gênés de confirmer ces jugements. Hein. Et donc on avait dit, en contrepartie de cette pression très forte qui est faite sur les personnes, sur les assurés, on demande d'introduire des quotas en faveur des quotas d'engagement pour les personnes handicapées, hein, aux grandes entreprises. Donc ça c'était la proposition pour rééquilibrer un peu les charges entre assurés et employeurs. On a dit il faut que les employeurs aussi en Suisse, on ouvre ce débat sur les quotas. Le débat sur les quotas dans les entreprises revient depuis 20 ans. Là, c'est une proposition il y a d'autres propositions qui sont terminées devant l'Assemblée fédérale. Cette proposition a été refusée, hein, comme d'autres. Vous voyez qu'ici, la proposition était assez raisonnable. C'était des entreprises de 250 personnes. Donc, c'est quand même des entreprises moyennes. On demandait un quota de 1%. Et donc, c'est quand même quelque chose de raisonnable si on fait une comparaison par rapport à celui dans d'autres pays qui nous sont voisins. Et on demandait les entreprises qui ne pouvaient pas reprendre la place en faveur des personnes handicapées auraient dû payer une taxe qui était après affectée aux entreprises pour baisser les prix des entreprises qui, par contre, embauchaient des personnes handicapées. Cette proposition a été laminée devant l'Assemblée fédérale. Donc, cette tentative de rééquilibrer et de rééquilibrage n'a pas obtenu une majorité. La grande question est celle de savoir, en Suisse, est-ce qu'il est raisonnablement soutenable qu'on puisse intégrer des personnes handicapées, surtout des personnes qui ont reçu des rentes pendant 10, 12, 13, 8 ans, etc., dans le monde du travail, sans qu'il y ait une véritable collaboration de la part de l'employeur. Est-ce que c'est raisonnablement praticable? La réponse est non, évidemment. Hein. C'est très difficile de réinsérer ces personnes, ce groupe de personnes, surtout les psychiques, hein,
Pour l'handicap physique, ça va encore, mais pour l'handicap psychique et mental, les préjugés de la part des employeurs sont quand même assez profonds. Et donc là, c'est des mesures de compensation. Hein. Donc, il y a naturellement des chiffres qui sont sortis de l'OPHASE, qui auraient dit tout se passe bien, tout marche, etc. Madame la marquise, après ils ont dû faire un peu marche arrière lorsque M. Bercier a repris le dossier. Il s'est rendu compte que les chiffres qui avaient été donnés auparavant n'étaient pas des chiffres vraiment réalistes. Alors, on avait dit qu'on avait retrouvé des places pour des milliers et des milliers de personnes handicapées, pour les 5e, etc. Et après, la réalité a été un peu différente. C'était vraiment un tout petit peu différente. Donc ici, le débat sur les quotas. Naturellement, les quotas, il faut dire la chose suivante. Cette proposition-là, elle n'a pas réussi pour relativement peu de voix, une vingtaine de voix au Parlement. Hein. Donc c'était la première fois, au fond, qu'au Parlement, on aurait pu faire basculer la majorité. Hein. Avant, les propositions sur les quotas étaient vraiment refusées avec des majorités beaucoup plus importantes. Là, on a reconnu qu'il y avait une exigence peut-être de faire pression sur les entreprises. Et donc, suite à cette votation, les entreprises les associations des entrepreneurs, Économie Suisse, l'ancienne Économie Suisse, et les associations des petites et moyennes entreprises ont demandé à leurs affiliés de faire un effort pour embaucher des personnes. Ici, vous devez voir le déséquilibre qui existe. Hein. Les petites et moyennes entreprises qui sont liées au territoire font des efforts supplémentaires pour embaucher les personnes. Parce que vous avez aussi un rapport personnel, familial, avec votre territoire. Le gros problème, c'est les grandes entreprises. Hein. C'est les grandes entreprises qui font beaucoup de marketing là-dessus. Hein, et lorsque vous regardez les chiffres concrets, ils ne font pas assez, ils n'arrivent pas à 1%. Hein. Les grandes entreprises, ils sont très loin. Hein. Le secteur bancaire, etc. Mais aussi le secteur de la vente, un microscope, etc. sont très loin de ce qu'ils pourraient faire comme engagement social. Hein. Donc là, il faut faire pression sur ces entreprises parce qu'elles développent vraiment des chartes internes pour élargir les possibilités pour les personnes handicapées. Alors, donc, vous voyez que l'assurance invalidité est une assurance qui, naturellement, pousse les personnes vers le travail. Beaucoup de personnes handicapées qui ont trouvé du travail l'ont fait aussi grâce aux instruments, aux moyens mis en place par l'assurance invalidité. Donc, il fait un bon travail à la base. Hein. Mais l'évolution de ces deux dernières réformes était une évolution qui était déséquilibrée, qui faisait peut-être pas suffisamment de place, n'ouvrait pas suffisamment de place par rapport aux obligations des employeurs. Hein. Voilà. Donc là, on est toujours parti sur cette base volontaire. Est-ce qu'il y a des questions sur l'AI, sur ces éléments de l'assurance? On pourrait multiplier les exemples, mais on s'arrête à 2 exemples, on pourrait en faire d'autres. Hein. Oui, madame? J'ai une question sur quels étaient les arguments des opposants à cette proposition d'article sur les quotas au Parlement. C'est les arguments que... La sacro-sainte liberté. Oui, c'est la liberté économique, c'est aussi la responsabilité sociale de l'employeur. Donc, beaucoup ont dit, nous sommes des employeurs responsables, on assume nos responsabilités, ce qui est le cas pour les petites et moyennes entreprises, ça il faut le reconnaître. Hein. Les petites et moyennes entreprises, généralement, fait un effort pour intégrer. Hein. Et donc, c'est un argument, c'est toujours ces arguments. Mais il nous dit, ne allez pas nous mettre des rigidités législatives. Et après, la réaction, ce serait justement de dire on crée, comme dans d'autres pays, des faux invalides, non, pour remplir les quotas. Hein. Je ne veux pas faire des exemples de pays proches, mais c'est comme ça. Hein. Okay, des faux invalides. Donc, il y a des situations magnifiques, par exemple, en Italie, par exemple, il y a les grandes entreprises qui prennent le téléphone aux associations pour personnes handicapées et nous disent est-ce que vous avez 10 invalides à nous livrer? C'est comme ça. Hein. Parce que pour pas payer les amendes. Et ces personnes ne mettent jamais pied dans les entreprises, ils restent chez eux, etc. On fait un salaire, mais l'entreprise, ça coûte moins cher de payer des salaires minimum par rapport à payer des amendes. Donc, ça, c'est pas non plus des mécanismes d'intégration. Donc, ça c'est l'élément. Après, la concurrence, naturellement, entre les entreprises ici, il faut dire que les entreprises suisses font un peu une concurrence déloyale par rapport aux entreprises étrangères.
parce que dans les pays qui nous entourent, je prends l'exemple de l'Allemagne, ces dispositions sont en vigueur. Et donc la responsabilité sociale est imposée par la loi. Hein. Là aussi, dans certaines langues, ça marche mieux que dans d'autres, ça il faut le dire. Hein. Mais ici, nous vendons des produits offrant un moins de responsabilité sociale. Mais il faut dire que par rapport, il y a une dizaine d'années seulement en arrière, les employeurs ont un peu changé cette philosophie et se sont rendus compte de leur responsabilité sociale. Ils se sont rendus compte que, parce qu'évidemment, quel est le problème pour les employeurs? C'est naturellement que s'ils n'intègrent pas les personnes handicapées, invalides, on va leur demander d'augmenter la TVA, comme on a fait. Et donc on va naturellement toucher d'un autre côté, on va peut-être demander l'augmentation des cotisations, hein, etc., etc. Et donc, vu la dette de l'AI. Et donc, il y a cet esprit de collaboration qui est, disons, plus actif par rapport au passé. Le gros problème, c'est vraiment les entreprises qui n'ont pas véritablement, les grandes entreprises qui ont plutôt une orientation internationale, qui sont aussi plus exposées à la concurrence internationale. Dernière loi, dernier problème auquel on a vu dans l'aspect international, l'aspect des lois fédérales, la ELAND et la LAI, c'est le problème du travail à l'intérieur des institutions pour personnes handicapées. Hein. C'est toujours un peu ce domaine un peu particulier, vous savez qu'il y a des institutions pour handicapés aussi à Fribourg qui ont des ateliers dans lesquels les personnes travaillent. Et le problème doit être celui de savoir est-ce que ce travail doit être rétribué ou pas. Est-ce qu'il faut payer ses employés pour le travail qu'ils font. Et vous devez faire cette distinction axiale, naturellement, entre le travail et l'occupation. Hein. Si l'activité est une activité d'occupation, hein, dans ce cas-là, il ne faut pas la rémunérer, par définition. Par contre, s'il s'agit d'une activité qui a une valeur économique, cette activité doit être payée. C'est un contrat de travail qui est mis en place, et donc il faut donner une contre-prestation par rapport aux prestations qui sont données. Cette règle est prévue à l'article 5 de la LIPI, dans la Fédération des institutions destinées à promouvoir les personnes handicapées de 2008. C'est une loi qui dit clairement hein, l'activité présente une valeur économique doit être rétribuée. Donc si l'activité présente une valeur économique, il faut la rétribuer. Et comment faut-il la rétribuer? Il faut la rétribuer d'après les règles générales qui sont appliquées au droit du travail en Suisse, et en particulier des règles qui sont fixées dans le Code des obligations. Là, vous avez un extrait de l'article 322 qui dit l'employeur paye au travailleur le salaire convenu usuel dans la branche ou fixé par contrat de travail. Donc l'idée, c'est vraiment que ces personnes, s'ils font du travail, il faut les rémunérer en principe d'après les éléments usuels, ou avec un salaire qui est fixé dans un contrat de travail au niveau cantonal. On sait que dans la réalité, ça c'est le cadre juridique. Hein? Ça c'est le cadre juridique qui est en vigueur. On sait que dans la réalité, ces choses-là, ces personnes, ce travail n'est pas souvent rémunéré à sa juste valeur. Hein? Je vous ai mis un exemple, il y en a d'autres, mais je vous donne cet exemple-là. Hein? C'est l'exemple du bulletin de salaire d'une institution fribourgeoise hein, qui est là. Et là, vous voyez le salaire hein, en 50 $ brut, hein, brut, n'oubliez pas. Et là, les jours fériés sont en plus, etc. Donc, vous voyez que cette personne a fait un travail d'une 115 heures et elle a reçu un salaire de 148 francs 10 heures. Hein, parce que naturellement, on a eu toutes les déductions. Donc, ça, évidemment, c'est illégal. Ça, c'est illégal hein, par rapport à ce que nous avons vu. Hein. J'ai une question. Allez-y, madame. Je vais corriger ce Maintenant, il y a allez-y, je vous écoute. Sur le salaire. Attendez. Voilà, non, c'était bon. Voilà. Sur l'article 322, là. Obligation de. Ouais. Sur ce salaire, alors moi je suis à la para, oui. Et puis on m'a engagé pour 3 ans à travailler. Je travaille là-bas pour 3 ans, mais pas, comment dire, définitivement. Oui.
on m'a fait un type de contrat de travail, voilà. Oui, à durée déterminée. Voilà. Oui. Et puis après, après 3 ans, j'irai avoir une place Fixe. ailleurs, fixe, voilà. Ok. À Estavayer. Oui, c'est bien. Après. Je vous félicite. Merci. Non, Mais il faut que je fasse mes 3 ans à la fin, à terminer mon type de contrat de travail. Oui, ok. Et là, vous faites aussi la formation. Vous faites une formation qui après vous permettra de... Voilà, d'aller un peu plus loin. Très bien. Merci. Très bien. Tout espérons que ça va fonctionner. On vous tient le pouce pour ça. Oui. 1,50 $, hein. Ça c'est le prix, hein. Donc certains qui travaillent dans les places fédérales, tribunaux fédéraux, etc., qui réclament sur le salaire, voilà. Hein. Je ne fais pas de nom, mais il y a des représentants dans la salle, hein. N'oubliez pas. Vous êtes très bien payés par rapport à cela. Quelle est la solution pour résoudre Quelle est la solution pour résoudre ce problème? Ce serait vraiment ces contrats types de travail. Hein. Donc il faudrait vraiment que dans les cantons, on lance un peu ces contrats types de travail pour les institutions pour personnes handicapées. Hein. Là, il y a une compétence qui est laissée au canton. Hein. Ces institutions sont gérées désormais par les cantons, c'est leur compétence exclusive depuis 2008. Et donc il faudrait accompagner vraiment cette responsabilité du canton dans la gestion aussi avec la construction d'un contrat type de travail au niveau cantonal qui prévoit ces distinctions entre occupation et travail, mais le succès du travail, il faudrait vraiment prévoir un système de rémunération adéquat. C'est clair que c'est difficile d'évaluer, hein. Certains disent oui, mais c'est difficile d'évaluer quelle est la rentabilité, etc. Mais ce problème, là, tout employeur. Même un employeur qui a son entreprise, il doit distinguer quel est le salaire d'une secrétaire, quel est le salaire d'un secrétaire de direction, etc. etc. Donc, ce n'est pas une difficulté majeure. Là, je crois qu'il faudrait vraiment, pour ces institutions, passer à travers cet instrument juridique, hein, pour créer un salaire minimal à l'intérieur et construire des profils de salaire à l'intérieur de ces institutions. Donc ça, c'est un peu la solution pratique. Hein. À travers des conventions collectives, c'est presque impossible, mais là, c'est le canton qui peut lancer la procédure, d'autant plus qu'il est propriétaire ou qu'il finance largement ces institutions, et donc il peut facilement imposer aussi un contrat de travail. C'est donc pour respecter naturellement aussi le travail. Souvent, ces personnes travaillent, ils ont le sentiment de travailler, et donc c'est un élément de leur dignité, hein, ce travail. Mais si après vous vous retrouvez avec un salaire qui n'est pas correspond, ou qui vous donne l'impression qui n'est pas correspondant à l'implication que vous avez fait, à l'engagement que vous avez mis, à votre dignité que vous avez mis dans votre travail, naturellement il y a un élément de frustration, hein, qui est là. Voilà donc pour ce que je voulais voir, s'il y a des questions là-dessus, hein, sur ces fiches de salaire. Quand on dit l'employeur paye aux travailleurs le salaire convenu usuel ou fixé par un contrat actif de travail pour une convention collective. En gros, il veut dire quoi, usuel? Donc ça dépend, d'accord. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez convenir un salaire entre employeur et employé. Vous faites un contrat, vous dites je vous paye 25 francs de l'heure. Vous dites oui, je suis d'accord, j'accepte. Ça c'est convenu. Usuel, c'est lorsqu'on n'a rien prévu. Hein. Donc on n'a pas prévu de salaire, les deux parties ne sont pas entendues parce qu'ils ne l'ont pas fixé. Et donc le juge doit fixer quelle est la valeur de ce travail. Et donc il prend généralement quelle est la rétribution usuelle, habituellement donnée pour ce travail. Et donc il y a eu des cas assez célèbres en matière de, par exemple, de travail à domicile, etc. Et après vous avez deux éléments plus institutionnels dans lesquels on fixe le salaire au niveau préalable, c'est le contrat type de travail, la convention collective. Hein. Donc là, on fixe les salaires de manière préalable et donc après les employeurs doivent s'y tenir. Pour conclure, le droit au travail. Le droit au travail en Suisse des personnes handicapées, à mon sens, il a été concrétisé de manière assez bonne
par l'assurance invalidité. Je crois qu'on a une bonne assurance invalidité qui fait un bon travail de réinsertion professionnelle des personnes, d'anticipation des cas d'invalidité. Le problème, c'est que ce bon travail qui est fait par l'assurance invalidité, souvent est un travail qui, après, manque au fond le dernier passage, le passage de l'employeur. C'est-à-dire, là, on est laissé un peu à la bonne volonté de l'employeur, et donc tout ce travail, cet effort qui est fait par l'État, par l'AI, mais aussi par la personne qui s'engage à ces formations, etc., de réadaptation, à la fin, il y a un peu ce risque aussi d'avoir un élément de frustration si on ne trouve pas une place qui est adéquate à sa formation. Donc, il faudrait compléter ce deuxième aspect. On a vu que l'article 27 de la Convention obligera la Suisse à réfléchir, en tout cas, sur l'embauche, la réglementation de l'embauche des personnes handicapées. Cet article 27 qu'on a vu au début obligera vraiment à avoir, au niveau de le recrutement, de l'embauche et de l'emploi, d'ouvrir une réflexion nouvelle pour concrétiser ce droit au travail. Il faut espérer que même si on n'arrive pas à introduire des quotas, il y a des pour et des contre pour les quotas naturellement, cette réflexion puisse vraiment pousser les employeurs à développer une pratique plus généreuse vers les personnes handicapées. Oui, là. Là, on a beaucoup parlé de réinsertion, mais si on parle d'insertion tout court, donc pour les personnes qui ont un handicap mental dès leur naissance, quel est l'engagement de l'AI en fait à trouver une place pour cette personne? Oui, donc dans l'assurance invalidité, naturellement, vous avez des prestations qui sont faites pour les personnes d'insertion aussi. Donc les mêmes prestations que vous appliquez pour la réinsertion, vous les appliquez aussi aux personnes pour l'insertion. Et donc là, ça dépendra naturellement de la situation de la personne individuelle. Le FICI fera tout d'abord un bilan de la personne, de ses capacités, de ses facultés, de ses attitudes, pour trouver une place de travail. S'il y a cette possibilité, on peut mettre en place une formation ciblée pour cette personne, qui peut peut-être passer à travers des ateliers pendant une certaine période, pour après rebondir vers une place à l'extérieur, etc. Donc il y a une certaine possibilité, mais là aussi, il faut partir de l'idée qu'il faut une flexibilité aussi des employeurs. Pour l'handicap physique, psychique et mental, là il y a beaucoup plus de réticence, de peur de la part des employeurs. Aussi des choses, mais au fond, cette personne n'est pas rentable, etc. Il faut aussi dire qu'à l'intérieur des entreprises, souvent, il y a les employés qui ne veulent pas avoir une personne handicapée à l'intérieur, vu qu'on est dans un groupe dans lequel on est soumis à une certaine pression de productivité, etc. Si vous placez à l'intérieur d'un secteur de production une personne qui donne l'impression de ne pas être productive, ce n'est pas tellement l'employeur qui a problème de l'embaucher, mais c'est peut-être les collègues de travail qui se refusent. Ça, on a aussi vu ce phénomène. Et là, c'est important d'accompagner. Donc, le FICI doit mieux travailler vraiment avec les entreprises. Avec la réforme de 2008, on a un peu renforcé cet rapprochement de l'FICI avec les entreprises. Ça, il faut le dire. Oui. Mais est-ce qu'il s'engage uniquement si justement la capacité de gain de la personne peut être améliorée? Ou, enfin, je ne sais pas trop comment interpréter justement. Oui, donc pour aller vers une réinsertion professionnelle, oui. Donc il faut qu'il y ait une possibilité d'accroître la capacité de la maintenir ou de l'améliorer. Ça, c'est ce qui dit la loi. Donc il faut qu'il y ait une perspective concrète d'amélioration de la capacité de gain. D'autres prestations, par contre, sont des prestations qui vont plutôt vers l'occupation ou du travail, sont protégées à l'intérieur d'un milieu protégé, sont aussi prises en charge par l'AI, dans laquelle il n'y a pas une véritable chance de récupérer, mais il y a des prestations spécifiques qui sont prévues. Et après, il y a aussi des prestations relatives à l'occupation. Et après, il y a la rente, naturellement, pour les cas dans lesquels il n'y a pas une possibilité de réinsertion. Donc il y a une palette assez large, oui. Mais pour moi, il y a une sorte de paradoxe là-dedans, parce que quand on dit place de travail protégée, pour moi, on n'est pas dans l'inclusion. Et puis, comme vous dites, c'est pas possible pour beaucoup de personnes de vraiment améliorer leur productivité.
Ça c'est vrai, là naturellement, hein, mais il y a des professionnels comme ça dans le domaine, je pense que Nicolas, comme ça peut-être, peut intervenir. Là, à mon sens, je le dis comme juriste, donc je ne suis pas un spécialiste du travail social, mais il faut aussi faire attention de ne pas mettre la personne handicapée dans une situation de souffrance parce qu'on la pousse à faire quelque chose auquel la personne va vers des frustrations personnelles. Donc, voilà, mais je ne sais pas si Nicolas, tu veux dire quelque chose. Je dirais que c'est toute une question de choix. Par exemple, dans le canton de Fribourg, le FISAI délègue le mandat à pro infirmis pour ces jeunes qui ont un retard mental et pour lesquels il n'y a aucune capacité de gain qui pourrait mettre en valeur auprès d'un employeur. Je délègue à pro infirmis pour qu'on puisse rechercher avec l'enfant, les parents, la meilleure solution en atelier protégé possible. Donc le FISAI est conscient de son rôle-là et nous délègue à pro infirmis pour qu'on puisse la suivre. Donc, il y a quand même des possibilités qui existent. Il faut aussi savoir que dans les situations que vous évoquez, on est souvent à un âge charnière, on est à 18 ans. Donc il y a plein de démarches aussi à faire en termes d'autorité de protection, etc., d'autorité, pardon, des parents, etc. Il y a les conscriptions militaires pour les enfants, il y a les demandes auprès des prestations complémentaires, il y a des rentes, etc. Donc on saisit aussi ce moment-là pour mettre en place. Après, je dirais que malheureusement, dans le canton, on n'a pas beaucoup de possibilités pour les personnes qui ont une rente entière d'aller en dehors des ateliers protégés. Ça manque un peu d'alternatives. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer des projets pour essayer de recréer des emplois niches auprès des employeurs. C'est vraiment un sujet d'actualité pour offrir à nouveau cette dimension de choix aux personnes en disant je veux aller travailler dans un atelier protégé où j'ai un encadrement qui est bien conséquent, ou est-ce que non, moi je veux participer à la société comme tout le monde et je veux m'intégrer dans une entreprise. Voilà. On en est aujourd'hui un peu là dans le débat. Je dirais que c'est en train d'évoluer petit à petit comme Adrienne le disait. Oui. Juste sur le point A de la loi 27, interdit la discrimination d'embauche et d'emploi. Comment pourra-t-on légiférer à ce sujet? Comment va-t-on pouvoir prouver qu'il y a eu discrimination lors de l'embauche? Ouais. C'est la grande question, hein, Olivier. Tu as raison. Hein. Il faut dire que si on prend la loi sur l'égalité entre hommes et femmes, on a résolu le problème avec le renversement du fardeau de la preuve. Hein. Il y a généralement en droit civil, si tu veux, ou en droit en général, si tu veux déduire un droit, hein, je pense que je suis discriminé, c'est à toi d'amener la preuve que effectivement ce droit a été violé. Dans le cas de la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes, on a renversé le fardeau de la preuve et on a dit la femme qui rend vraisemblable, dit la loi, hein, qu'il y a une inégalité de salaire, hein, elle est exposée donc à une discrimination à l'embauche ou à une inégalité de salaire, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination. Et donc c'est à lui de dire non, c'est vrai que je paye moins bien, c'est vrai que je n'ai pas engagé cette femme, je n'ai pas embauché cette femme, mais je ne l'ai pas fait sur une base discriminatoire, mais parce que son dossier n'était pas si bon que ça, j'avais un dossier qui était meilleur, je n'étais pas convaincu par la personne. Et donc le mécanisme, c'est ça, le renversement du fardeau de la preuve. C'est ce que on a un peu inséré, on n'a pas réussi à insérer dans la loi sur les personnes handicapées, même pas pour le niveau fédéral. Ici, tu vois, c'est au fond l'article 14 de l'OAM nous dit la personne handicapée peut exiger de l'employeur qu'il indique par écrit les motifs. Lui te donne les motifs, mais il n'y a pas encore un véritable renversement de la preuve, c'est encore à toi d'argumenter dans le sens que ces motifs sont discriminatoires. Donc on a introduit une norme qui fait un petit renversement de la preuve, mais il y a l'exemple de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes, dans lequel il y a de nombreux changements. Et ça, la question, elle est parfaite. Tu vois? C'est bon, Olivier? Oui. Ouais. En fait, cette thématique qui me concerne directement et qui m'inquiète pas mal, parce que je suis
suis aveugle et puis là je termine mon master ici à l'Université de Fribourg. Et je me demandais en fait au niveau des employeurs, parce que je pense que c'est vraiment le gros problème au niveau des préjugés, mais je pense même pour tous les handicaps. Et vous dites que maintenant les employeurs commencent à collaborer, mais en fait dans quelle mesure, comment, qu'est-ce qu'ils font? Ils réinsèrent vraiment ou ils essayent ou il se passe quelque chose ou pas? Non, je ne voulais pas être trop optimiste. Hein, non. Moi, je suis très pessimiste. Non, faut pas être. Mais il faut dire qu'il y a eu un peu un changement de mentalité. Il faut dire que maintenant, petit à petit, aussi grâce au travail qui a été fait, grâce aussi à des initiatives qui ont été lancées, la loi sur l'égalité pour les handicapés a quand même fait résonner, on a commencé à discuter de ces problèmes, etc. Ce qu'on ne faisait pas simplement il y a 15 ans en arrière. Hein. Donc il y a eu aussi un processus de discussion sociale. Et là, les employeurs ont dit, effectivement, on a une responsabilité. Je parle surtout de petites et moyennes entreprises, je le répète encore une fois. Et après, il faut dire qu'on a élargi les palettes des possibilités pour l'assurance invalidité. Dans ces réformes, la 5e et aussi la 6e, on a donné plus d'instruments à l'assurance invalidité pour aider les employeurs à embaucher. Donc, il y a la possibilité de financer pendant 180 jours le salaire de la personne. Comme ça, la personne peut faire ses preuves en l'entreprise, montrer qu'elle peut travailler, etc. Donc il y a des instruments légaux qui n'existaient pas seulement il y a 5 ans en arrière. Donc c'est ça qui me fait dire qu'il y a ces deux éléments, cette insensibilisation et des instruments nouveaux